Un grand merci à Maïté, Carole Schwebel, qui ont beaucoup, à l'intérieur du groupe Outcome Réa, participé aux études que je vais vous montrer, et même dirigé les études, et qui ont fait un certain nombre de diapositives. Un grand merci à votre aide à la préparation de ce topo. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce domaine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un malade de réanimation? C'est des malades qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus âgés, de plus en plus graves. Ils ont peu de réserves physiologiques et ils sont polymédiqués, donc on peut faire très rapidement des bêtises. On a un environnement qui est complexe, avec une technicité de plus en plus importante, du bruit, du stress, et un temps qui est tout à fait important où il faut réagir vite. On a plein d'intervenants, des gens qui passent, qui ressortent, un multidisciplinaire, beaucoup de stress, une charge qui est importante, une charge mentale, affective, pas seulement un stress physique, et puis on est un peu fatigué, comme on va voir. Et puis, on a besoin de travailler en équipe, et puis il y a des flux, un turnover de malades très important. Et finalement, on se situe dans ce domaine, dans ce qu'on appelle les conditions dangereuses. C'est à peu près aussi dangereux en termes de risque de iatrogénie ou d'événements indésirables que le saut à l'élastique de faire de la réanimation dans ce domaine. Et on est très très différent d'un environnement régulé, comme des situations à risque comme le parachutisme ou la plongée sous-marine, et ultra sécurisé comme l'aviation. On a toujours tendance à faire un parallèle avec l'aviation, mais c'est probablement pas si évident que ça. Le deuxième point, c'est que qu'est-ce qui fait le pronostic d'un malade? C'est sûr que c'est ses comorbidités, c'est un peu de la chance, mais c'est aussi l'expertise, comment on a fait le diagnostic, quel choix thérapeutique on a eu, quelles sont nos compétences, comment on a fait le processus de soins, l'organisation, et puis que là-dessus, les événements indésirables, les iatrogénies, les infections nosocomiales vont faire que le malade va ou pas survivre, et donc ces événements vont participer, et ça il faut bien l'avoir en tête, à la mortalité des malades. Donc on se situe dans un endroit où on n'est pas en train de désexposer et de protéger mes opérateurs du risque, mais on est plutôt j'ai exposé ces opérateurs au risque et je leur apprends à gérer le risque, à faire de l'expertise. On est vraiment dans un risque très très élevé, comme on va voir, dans un environnement très peu sûr. Quand on regarde le risque d'événements indésirables, ici les erreurs médicales, dont certaines sont associées à des adverse events, c'est-à-dire des événements indésirables ou de la iatrogénie, vous voyez que le risque est considérable. 21% des malades, ou 210 pour 1000 journées patients, vont développer un événement indésirable quand on regarde un certain nombre d'événements indésirables prédéfinis à l'avance sur une cohorte prospective. Et quand on regarde les erreurs médicamenteuses, là aussi, 74%, donc 750 pour 1000 jours patients, vont développer des erreurs. Alors il y a bien sûr des temps d'administration qui ne sont pas corrects, mais ça c'est pas trop grave, mais vous voyez des oublis qui sont très fréquents, des doses qui sont mauvaises, la mauvaise drogue administrée à la mauvaise voie d'administration, et vous voyez sur des médicaments qui sont extrêmement fréquents d'utilisation. Et ça, c'est vrai dans les études prospectives, c'est aussi vrai dans les logiciels de déclaration. Vous voyez qu'il y a 55 000, aux États-Unis, 55 000 événements indésirables qui ont été déclarés, dont 6,6% avec des conséquences. C'est plus fréquent d'avoir des conséquences en réa. Et vous voyez que les oublis, c'est le plus souvent, mais il y a aussi des erreurs de dose et des erreurs de prescription. Et puis enfin, on l'oublie un peu souvent, on a aussi tendance à arrêter des médicaments de la maladie chronique et de laisser sortir les malades sans leurs médicaments de base, et probablement avoir un impact non seulement sur la iatrogénie pendant le séjour, mais aussi sur la iatrogénie ensuite, en faisant des erreurs par omission. Et puis, si on regarde le nombre d'erreurs et leurs conséquences pronostiques, on s'aperçoit qu'avoir plus que 2 erreurs avec des conséquences, avoir plus d'une erreur avec une conséquence ou plus de 2 erreurs sans conséquence, a un impact pronostique significatif indépendant par rapport à la gravité du malade. Donc très clairement, on fait du mal. En plus, quand on regarde le taux d'erreur par centre, on s'aperçoit qu'il y a une grande variabilité qui est probablement pas liée au case mix. Elle est liée au fait que les gens n'ont pas la culture de rapporter les erreurs plus qu'autre chose. Et donc, il est excessivement difficile de savoir si un centre qui a 0 erreur ici est plus efficace et plus safe qu'un centre qui en rapporte énormément. Il est extrêmement difficile de faire la relation entre les choses. Si on regarde de façon prospective quelques événements prédéterminés avec un personnel dédié, c'était l'étude IATRO-REF3, avec un personnel dédié pour détecter les erreurs au quotidien, on s'aperçoit que ce nombre d'erreurs est absolument considérable. Vous voyez le nombre d'erreurs qui ont été diagnostiquées ici, avec le nombre d'erreurs pour 1000 jours avec l'anticoagulant ou avec l'insuline, etc., qui peut atteindre, par exemple, pour les erreurs d'administration d'insuline, 750 pour 1000 jours pour les erreurs,
Et pour les événements indésirables, 126 pour 1000 jours, à savoir essentiellement des hypoglycémies dans ce cas-là. Et vous voyez que les erreurs, c'est très fréquent. Et les erreurs avec conséquences, la iatrogénie vraie, est de l'ordre de 95 pour 1000 quand on sélectionne ces événements et qu'on les surveille vraiment. Et c'est tout à fait important. Donc les premiers points, c'est que l'incidence est certainement monstrueuse, qu'elle est très largement sous-déclarée, que c'est difficile de faire la part entre les facteurs humains de sous-déclaration et les facteurs humains de bonne qualité des soins. Et ça a un impact sur la mortalité. Alors les causes, elles sont variables, bien sûr. Il y a le malade, plus il a de procédures et plus il est grave, et plus il a de chances d'avoir de iatrogénie. Il y a de l'organisation, et on verra ce qu'on peut faire un peu sur l'organisation. La taille de la structure joue un rôle, le taux d'occupation, les ratios, les hétérogénéités de matériel, l'absence de checklist. Donc on peut faire un certain nombre de choses, les armoires sécurisées, la prescription informatisée. Et puis il y a tout un tas de facteurs humains qui sont je suis fatigué, j'ai trop de travail, je suis anxieux, je suis déprimé. J'ai des conflits avec les autres, j'ai des problèmes de communication avec les autres, je suis en burn-out syndrome. Et finalement, l'erreur médicale, c'est la conséquence de plein de choses, d'un système de soins qui ne marche plus. Et il y a l'individu au milieu de tout ça. L'individu n'a pas l'intention de faire du mal, mais il arrive à faire des choses qui sont moins bien. On peut essayer d'améliorer un peu ça, d'une part avec l'hôpital, en essayant d'améliorer les structures, les équipements. Il faut de la volonté, une volonté des leaders, du directeur de l'hôpital, pour mettre des moyens humains et pour arriver à quelque chose. Il faut avoir des responsables médicaux et paramédicaux qui définissent les priorités, qui font de la communication, qui coordonnent, qui résolvent les conflits. Il faut un suivi des événements. Si vous ne faites pas de suivi, vous n'arrivez pas à grand-chose, et que ça soit non punitif, que ce soit une espèce de culture d'entreprise ou de culture de service. Il faut un travail en équipe, une organisation du travail. Et puis, il faut que les gens se sentent bien là où ils sont, ils n'ont pas envie de bouger, ils ont envie de faire du bon boulot. Et ils sont sensibilisés au risque d'erreur. On va regarder un petit peu ce qu'on a comme données. Donc, si bien que les facteurs humains se décomposent en deux choses. Une espèce de culture d'entreprise, à l'échelle de l'unité, qui va être la relation entre la culture de la sécurité, le climat de sécurité, et puis le travail en équipe et les erreurs. Et puis un facteur individuel. Est-ce que nous, en tant qu'individus, on a un rôle ou pas? Et on va regarder un peu les deux points l'un derrière l'autre. IATRO-REF4 était une étude qui regardait la relation entre le syndrome d'épuisement professionnel des soignants, la dépression, la culture de la sécurité et la charge en soins, et l'impact de ces différents points sur la densité d'incidence des événements iatrogènes liés aux soins. L'idée était de regarder dans 30 réanimations, 28 je crois au final, pendant 15 jours, il y avait un binôme responsable, je pense qu'un certain nombre de vous ont participé, puis on a mis dans le service, pendant les 15 jours, un attaché de recherche clinique temps plein, qui était chargé de collecter des données sur les malades et des données sur les événements indésirables qui se passaient, et puis de collecter aussi un certain nombre de questionnaires sur un certain nombre de choses qu'on va voir plus tard. On a regardé tous les patients consécutifs, et puis un certain nombre d'événements ciblés, qu'on avait définis avant comme étant ceux qui étaient le plus liés à un certain nombre de conséquences, et ceux qui étaient accessibles à une amélioration possible. Et on a regardé un certain nombre de questionnaires du personnel. Culture de sécurité, c'est le Safety Attitude Questionnaire. Il faut avoir plus de 75 pour être bien, d'après les États-Unis. Vous allez voir qu'on n'est pas bien. Un questionnaire de burn-out qui était passé à tous les malades, donc c'est un score assez particulier où il y a 3 éléments, l'épuisement émotionnel, dépersonnalisation, l'accomplissement personnel. Puis des questionnaires de dépression, et c'est le score CEDS, qui a des valeurs seuil qu'on reviendra plus tard. Ce qu'on voit, c'est que la culture de sécurité en France, c'est pas terrible. Quand vous voyez le climat de sécurité, vous voyez qu'on a des scores qui sont assez bas par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. C'est le score médian pour les unités qui ont été dans cette étude. Et que le management, alors là, c'est pire que tout. Nous, les leaders, alors là, c'est la catastrophe. On est perçus, mais alors, une catastrophe totale. Donc, je ne sais pas comment il faut faire pour arriver à faire mieux. Est-ce que c'est mieux réellement en entreprise? Ça a l'air d'être mieux en entreprise. Alors, est-ce que c'est parce que les gens mentent, qu'ils ont peur de se faire virer et que dans le public, on ne fait pas ça? Ou est-ce que c'est vrai? Peut-être, probablement, on a des choses à apprendre là-dessus. Quand on regarde l'impact de la safety culture, de la culture de sécurité, de ces scores globaux, de la moyenne du score global par service sur l'incidence des erreurs médicales dans le service donné, on s'aperçoit que ces scores de safety culture, de culture de sécurité, ne sont pas associés avec une amélioration du risque. Au contraire même, quand on a un bon score, on a plutôt plus d'événements, comme si les gens qui avaient un bon score, un bon climat de sécurité, ils rapportaient plus de choses que les gens qui n'en ont pas. Donc on n'a pas trouvé de relation. Par contre, d'autres, dans des pays plus
brute, où on pense que probablement le reporting est meilleur, les gens rapportent plus les événements indésirables, comme en Autriche et en Allemagne, ont montré des choses plus intéressantes. Et quand vous voyez un score qui est presque celui qu'on a utilisé, et l'impact de ce score sur le risque d'événements iatrogènes sur 57 services de réanimation, vous voyez qu'indépendamment du fait d'avoir des procédures, d'avoir une charge en soins importante, eh ben, la culture de la sécurité au niveau de l'unité, plus la culture est bonne, et plus le niveau de iatrogénie baisse, ce qui est plutôt sympathique. Et d'autres études aux US montrent un peu la même chose en termes de mortalité. Quand vous avez une bonne perception des managers, ou quand vous avez un bon climat de sécurité, ben, vous avez une amélioration du risque iatrogène. Alors quoi dire du facteur individuel ? Facteur individuel, là aussi, on est dans une situation qui est assez mauvaise. Alors d'une part, on a plein d'événements indésirables, on l'a vu, mais on ne sent pas très bien quand même. Si on regarde les symptômes d'épuisement professionnel, vous voyez que la moitié à un tiers des réanimateurs ou des paramédicaux ont des symptômes d'épuisement professionnel. Qu'il y a des symptômes dépressifs chez un quart des réanimateurs. Qu'il y a 39% des soignants qui veulent changer de travail. Donc on ne va pas très bien. Il y a plein de conflits. Quand vous regardez l'étude Conflicus, 70% du personnel un jour donné rapporte un conflit avec quelqu'un. La famille, les copains, le milieu professionnel, bien sûr. On ne parle pas des copains en dehors du travail. Et vous voyez que ces conflits sont extrêmement fréquents et sont très reliés au burn-out syndrome, par exemple. Et puis, à l'inverse, si on regarde ce que fait la iatrogénie sur sa santé mentale, on s'aperçoit d'autres choses. Quand on fait des interviews semi-directives de gens qui ont eu des événements iatrogènes, dont un certain nombre étaient graves, puisque vous voyez qu'il y en avait 12 sur 40 qui ont entraîné la mort des malades. Vous voyez, on interroge en semi-directif les gens à qui ça est arrivé, ce que ça leur faisait. Vous voyez, les sentiments de culpabilité à un mois sont très élevés, de honte, angoisse, rumination, perte de confiance, incapacité à verbaliser, remise en question des aptitudes professionnelles, colère vis-à-vis de l'étude. Tout un tas de choses qui sont totalement contre-productives, qui sont associées au burn-out syndrome et associées au syndrome dépressif. Et à long terme, toujours en mémoire, 80% des fois, un impact positif quand même, de temps en temps, sur l'amélioration de la vigilance et de la vérification, mais par contre, un impact négatif avec une perte de confiance qui est tout à fait nette, une culpabilisation, et parfois des mécanismes tout à fait particuliers d'évitement, de façon à ne pas avoir de stratégie d'évitement pour essayer d'éviter le soin qui a été un jour donné quelque chose qui n'a pas été bien. Et puis aussi une certaine minimisation, donc une mauvaise acceptation de ce risque tel qu'il a été vécu. Donc un vrai problème qu'il convient d'essayer d'apprendre à régler et qui n'est pas très simple à régler. Alors, quand on regarde l'impact de la dépression sur les événements iatrogènes, il y avait très peu de choses dans la littérature de réanimation, mais on voit quand même que les internes déprimés, plus que les internes en burn-out syndrome, sont susceptibles d'avoir des erreurs de prescription médicamenteuse plus importantes et de façon très significative. Dans IatroRef, la seule chose qui était significative, c'est que la quantité de malades, de soignants qui présentaient un syndrome dépressif, en moyenne dans l'unité, était plus important. Vous voyez, il était à 18% du personnel que ce soit pour les docteurs ou pour les paramédicaux, 18-16% du personnel était en dépression. Et quand on regarde la relation entre erreur médicale et syndrome dépressif, il y a une relation significative. Plus on a de personnel déprimé au terme des échelles, et plus on a d'erreurs médicales dans un service. Ça n'était pas vrai pour ce qui était du burn-out syndrome, et c'est un élément important de ce papier. On trouve ailleurs, et en dehors de la réanimation, des relations assez nettes entre la fatigue et un certain nombre d'éléments. Et on voit que la fatigue pourrait être quelque chose sur lequel on pourrait jouer. Elle a ici une relation entre fatigue, épuisement professionnel, qualité de vie, syndrome de dépression et événements indésirables. Et vous voyez que, quel que soit l'élément qu'on regarde, fatigue, qualité de vie, burn-out et dépression, eh bien tous étaient associés à une augmentation tout à fait importante. Et il y avait pour tous ces éléments une augmentation du risque d'événements iatrogènes. Quand on regarde si on est aussi compétent après une nuit de travail qu'après pas de nuit de travail, ici une évaluation des performances cognitives après 12 heures de boulot pour une garde, ici c'était pour des docteurs, mais je pense que c'est pareil pour les infirmières. On démontre assez clairement qu'il y a une diminution des performances cognitives et de la flexibilité cognitive qui est tout à fait nette et très significative après une nuit de travail.
Donc la survenue d'un événement iatrogène étant en relation avec des facteurs d'organisation et des facteurs humains, la culture de sécurité marche certainement dans ce problème, mais il y a aussi des problèmes individuels avec des syndromes dépressifs, plus que l'épuisement professionnel, qui constituent probablement des facteurs qui sont importants dans la iatrogénie. Comment les prévenir? On pourrait essayer de diminuer les heures de travail. Alors, on peut limiter les heures de travail, et on voit qu'une étude avant-après montre qu'en termes de dépression, on est pareil. On diminue le burn-out syndrome, c'est bien, mais par contre, en termes d'effets indésirables, diminuer les heures de travail, ça n'a pas changé grand-chose dans cette étude. Donc la diminution quantitative n'a pas l'air d'être tout à fait importante dans cet essai. Dans un autre essai, qui était une randomisation où on avait diminué carrément le temps de travail par semaine, là, on avait une amélioration du sommeil avant des gens, tout à fait nette. Et quand on regarde dans cette analyse ce que ça faisait sur les événements indésirables et sur les erreurs de prescription médicamenteuse, là, il y avait un effet significatif de la diminution globale du nombre d'heures de travail par semaine. Par contre, quand on essaye de faire des rotations plus courtes ou plus longues, ici de passer à des rotations de 24 heures, 16 heures, 12 heures, et bien là, faire des rotations plus courtes ou plus longues, ça ne changeait pas du tout la iatrogénie et pas le risque. Alors probablement parce que le fait de changer d'équipe, c'est associé à plus d'erreurs. Et de IatroRef 4 m'a montré tout à fait ça aussi. Plus il y avait de gens qui ne connaissaient pas les malades de la veille, et plus il y avait de iatrogénie le lendemain, ça marchait à tous les coups. Et c'était tout à fait significatif en analyse multivariée. Alors, probablement qu'il y a des attitudes de formation courte ou de procédures standardisées pour la communication interpersonnelle qui permettent, avec des supports dédiés informatiques, de limiter un peu ce risque, bien que le risque humain va rester. Cette étude montre un peu qu'on peut réduire les événements indésirables avec ce type de technique. Probablement aussi, il faut avoir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avoir des indicateurs qui sont suivis en pratique, et peut-être plus des indicateurs de process que des indicateurs d'événements, parce que c'est facile d'avoir l'objectif est clair, il faut pour les process qui sont validés dans un service, l'observance doit être de 100%, et la surveillance est en général facile. Et c'est certainement plus fréquent que les accidents iatrogènes de détecter les erreurs de process, et c'est probablement un élément de la politique d'amélioration de la qualité qui est le plus important. Quand on regarde ce qui est le plus important comme facteur individuel qui explique l'impact sur les comportements de prévention, ici c'est une étude sur la pneumonie nosocomiale, mais c'est vrai aussi sur la iatrogénie, on voit que percevoir le risque, est-ce que ce patient est à risque d'accident? Percevoir sa gravité, est-ce que l'accident va impacter sur sa santé? Connaître les actions de prévention de l'événement indésirable et vous sentez-vous capable de réaliser cette action de prévention, ainsi que vous percevez que les actions préventives vont être efficaces, elles sont beaucoup plus efficaces pour améliorer ses connaissances et mieux faire les choses. Alors bien sûr, il faut s'aider de la technologie, les codes barres, les logiciels d'interaction médicamenteuse, les armoires sécurisées, c'est des aides, certaines. L'enseignement assisté par ordinateur, pour que ça soit jamais la première fois que vous ayez un problème, c'est certainement tout à fait important. Il y a de plus en plus de choses là-dessus, des choses simples, des choses compliquées, des choses plutôt ludiques ou pas, mais ça a l'air de marcher pas mal. En conclusion, tout repose sur une démarche qualité globale. Déjà, il faut regarder le risque. Développer des cellules qui regardent un petit peu ces risques et qui regardent ce qui se passe. Les réunions mortalité-morbidité ou les cellules de retour d'expérience, c'est tout à fait important. Identifier les cellules, les cibles pour l'amélioration. En groupe, avec un leader, on définit un certain nombre de cibles. On définit des programmes d'amélioration qui peuvent, et on suit ces événements pour essayer de regarder si ça baisse ou pas. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que d'une part, ça fait baisser les événements indésirables, et il y a beaucoup d'essais là-dessus, mais en plus, ça favorise le travail en équipe, la communication, une certaine fierté d'appartenir à une équipe, et probablement une amélioration de la santé mentale de l'ensemble et du climat de sécurité, qui lui-même doit avoir un impact sur la iatrogénie. Je vous remercie.